Et je fais partie d'une association qui s'appelle l'Association Ramazzini, qui depuis quelques années essayé de se former pour que les médecins du travail prennent mieux en charge la déclaration et la reconnaissance des maladies professionnelles. Donc il y a une antenne principale à Paris, aussi des antennes dans l'Est, dans le Nord, du côté d'Avignon, et on est en train de monter une maintenant pour l'Ouest, à partir de Nantes. Bon, à Rennes, pour l'instant, j'ai discuté avec un médecin du travail de Rennes, on va peut-être réussir aussi à Rennes. Voilà. C'est évident, pour prévoir la première constatation, c'est la sous-déclaration et encore plus la sous-reconnaissance des maladies professionnelles est une évidence pour nous, médecins du travail. Et cette sous-déclaration et cette sous-reconnaissance est extrêmement orchestrée. Alors, pour le monde agricole, je ne sais pas, mais pour le monde du régime général, oui, par le patronat. Orchestré par le patronat de façon extrêmement habile, avec des doutes, en instaurant un système du doute. Et donc là, par rapport au glioblastome, moi j'avoue que dans mon ignorance, je ne savais pas que le glioblastome pouvait être d'origine professionnelle, avant qu'on me confie le dossier il y a quelques semaines. Voilà. Donc j'ai honte, c'est pas la première fois que ça m'arrive dans ma carrière. J'ai souvent été comme ça, tout en voulant être militant, j'étais moi-même dépassé par les connaissances. Et donc je trouve que cette démarche est extrêmement intéressante parce qu'elle démontre toutes les difficultés qu'on a à le faire. Alors, je vais revenir rapidement à ce que j'ai trouvé donc, sur le glioblastome. Les études sont assez récentes. C'est vrai qu'entre 1990 et 2007, on a des études qui sont toutes contradictoires et très mal renseignées sur le plan des définitions des maladies et des populations cibles. Donc là, les gens qui veulent faire valoir le doute, ils se donnent un cœur joie pour faire la solution. Après la première étude américaine, qui est une étude de 4 témoins sur une cohorte d'un État américain, de 2 États américains, là, on a dégagé l'existence de tumeurs cérébrales un peu plus nombreuses et de glioblastome chez les femmes, assez paradoxalement, chez les femmes dans le milieu agricole qui étaient liés aux pesticides. Donc c'est un peu surprenant, c'est un peu troublant, quoi, c'est insuffisant. Mais par contre, l'auteur dit bien que cette méthode, cette étude est très insuffisante et qu'il faut faire des études beaucoup plus spécifiques pour les trouver. Et moi j'étais frappé de voir que l'étude la plus solide aujourd'hui est à partir de la cohorte qui a été mise en France, qu'on appelle Agrican, depuis maintenant 2005, et que c'est à partir de cette cohorte qu'on découvre petit à petit des affections, toutes les affections tardives, différées, comme le cancer, qu'on trouve des liens. C'est une chose qu'on aurait pu faire depuis longtemps, mais qui était intentionnellement non faite par la Caisse de sécurité sociale, qu'elle soit agricole ou du régime général, ou encore pire de la fonction publique. On n'arrive pas à avoir les données, et il a fallu une loi en 2016 pour que de fait les données de la sécurité sociale puissent être étudiées par l'INSERM. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. Avant, elles étaient sous prétexte de secret médical ou je ne sais pas quoi. Les chercheurs, l'INSERM ne pouvaient pas avoir accès à ces données. Moi, j'insiste sur l'intérêt de cette cohorte Agrican, et cette cohorte Agrican a mis en évidence que de fait, le glioblastome était donc à partir des années 2015, disons très vite en fait, parce que la cohorte Agrican a commencé quand 2005. 3,6 fois plus présent en milieu agricole que dans la population générale. Oui. Si tu cherches le chiffre exact. Alors je ne savais pas, je vais 3,6. Voilà. Alors c'est beaucoup. C'est beaucoup. Trois fois plus. Oui. Alors par contre, l'étude de Clément Piel que vous avez citée tout à l'heure, qui est une excellente thèse de médecin, je voudrais bien que tous les médecins fassent des thèses aussi bonnes en matière épidémiologique et statistique, c'est vraiment une très très bonne thèse, en sachant que la cohorte Agrican a des chances de faire apparaître de plus en plus de choses. C'est certainement la meilleure cohorte mondiale sur le sujet actuellement. On verra un peu ce que ça donne. Voilà. Moi, notre idée, c'est de soutenir ces centres de démarche. C'est évident que pour moi, le risque relatif est très important et à ce titre-là, la manifestation doit être connue. Mais je ne serais pas étonné que dans les années qui viennent, avec des comparaisons de populations cibles plus pertinentes, on arrive à mettre en évidence encore plus de taux. Enfin, voilà, c'est une hypothèse, mais je crois qu'il faut être très attentif. Il ne faut pas arrêter les études, parce que je pense qu'on aura d'autres surprises dans le milieu agricole et dans d'autres milieux aussi. Je suis Gérard Lorimier, je suis chirurgien cancérologue, à la retraite aussi.
Et j'ai eu aussi, au cours de ma carrière, l'occasion d'être médecin expert auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Donc moi, ça fait plus de 20 ans, quand je dis plus de 20 ans, plus que ça, que je m'intéresse à tous ces problèmes environnementaux et aux maladies, je dirais, induites par ce qu'on utilise. Et vous verrez, il n'y a pas que chez les agriculteurs. Et je me suis rendu compte que, premièrement, nous, on n'était absolument pas formés, donc ce que disait notre collègue tout à l'heure, on n'est absolument pas formés à cette notion d'interaction entre l'environnement et la survenue des maladies, et encore moins aux démarches à faire pour obtenir entamer des démarches de reconnaissance en maladie professionnelle. C'est des choses qui ont évolué très très lentement dans la tête des gens, et même aujourd'hui, j'ai encore téléphoné il n'y a pas longtemps à mes collègues, un de mes collègues qui s'occupe particulièrement du glioblastome, il m'a dit « Ah bon, je ne savais pas ». Donc je lui ai donné l'adresse du collectif. Et on a plein de collègues, j'ai des collègues neurochirurgiens qui, pareil, eux, ils opèrent point bassin, quoi, si je puis dire. Ils font très très bien leur travail, c'est un travail extrêmement difficile. Le glioblastome, c'est la tumeur la plus redoutable sur le plan je dirais, neurochirurgical. La moyenne de survie sur une tumeur non opérée, c'est 4 mois et demi. Une tumeur traitée, c'est 11 mois et demi. Actuellement, il y a des nouveaux traitements qui sortent, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui permettent des espérances de survie maintenant qui vont jusqu'à 5 ans. On a vu quelque part. Donc voilà. Il y a un point très important dans la reconnaissance des maladies professionnelles pour les gens qui sont exposés. C'est non seulement la durée de dose, c'est-à-dire la quantité de doses répétée dans le temps, et surtout le délai d'apparition de la maladie. Ce qui vient d'apparaître là récemment, il y a une étude qui a été faite par les collègues de Bordeaux, sur une étude de population sur l'Occitanie, avec des analyses faites sur des prélèvements cérébraux post-mortem. Ils se sont rendus compte que des personnes qui n'avaient pas été exposées sur les 10 dernières années avaient quand même déjà des stigmates et des métabolites, en particulier du carbamate, du thiocarbamate, etc., donc des pesticides et insecticides présents dans leur cerveau avec des tumeurs naissantes. Et donc ces gens-là, donc il y a un délai d'apparition. Le délai d'apparition peut être, même si pendant les 10 années précédentes on n'a pas été exposé, on peut très bien démarrer un glioblastome si on a été exposé 10 ans avant sur une... Alors après c'est ce qu'on appelle la dose cumulative, c'est-à-dire la quantité de dose, la fameuse dose journalière admissible, mais qui ne veut absolument rien dire, hein. C'est la dose répétée dans le temps, hein, la dose cumulée dans le temps qui est comme pour le tabac. Hein. Le tabac, vous savez que c'est au paquet année. Bon, pour les pesticides, on n'a pas encore défini ce type de dose, durée de dose, durée d'exposition, donc quantité de produit avec les éventuels métabolites résiduels. C'est ce qui a été confirmé là, dans cette étude post-mortem faite par l'équipe de Bordeaux. Il y a indéniablement encore énormément de travail à faire sur le plan des investigations pour renforcer les données de validation, de reconnaissance de maladies professionnelles. À propos de reconnaissance de maladies professionnelles, il y a certes les agriculteurs, mais il y a une autre corporation, c'est pour ça que c'est important que ça soit inscrit aussi au régime général, c'est que les ouvriers du bâtiment qui utilisent, et ceux des voies de chemin de fer qui ont utilisé un produit qui s'appelle le créosote, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un produit, comment dirais-je, insecticide, fongicide, enfin protecteur, celui qu'on utilise sur les voies ferrées, qui d'ailleurs maintenant est interdit d'utiliser, on mettait avant dans les parcs d'enfants. Il faut faire très attention. Il y a maintenant quelques cas, personnellement j'ai été contacté pour ça, d'ouvriers qui ont manipulé ces produits, en particulier pour traiter les fondations et autres, et qui ont des glioblastomes. Donc ça concerne bien entendu les agriculteurs, mais ça concerne aussi toute la population, et en particulier les professionnels du bâtiment exposés. Voilà. Et il faut savoir que certains pesticides et insecticides, comme par exemple la permétrine et le carbamate, même après 7 lessives, sont encore présents dans le linge. 7 lessives. La permétrine, vous savez ce qu'on utilise pour les poux, dose très diluée qui tue votre chat si vous donnez à votre chat. Eh bien, il faut savoir que 7 lessives, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'utilise comme insecticide, mais 7 lessives ne suffisent pas à les éliminer complètement des tissus. Ça c'est démontré. Donc c'est un point important quand les
bon, je vais être gentil, je ne vais pas être méchant, les représentants de l'industrie vous disent non, non, c'est des trucs ménagers et autres. Non, le problème, c'est le fermier ou l'agriculteur reçoit toute la journée des pesticides, ils sont, je dirais, incorporés à ses vêtements, c'est son épouse qui lave, et quand on sait qu'au bout de cette lessive, il y a encore des résidus, on peut comprendre qu'elle soit quelque part, et là je reviens à la durée de dose, elle soit quelque part, de temps en temps, plus exposée que son mari. Voilà, c'est une explication qui n'engage que moi, mais ce qui est certain, c'est que la rémanence de ces produits, alors on ne va pas parler de la rémanence dans le sol, mais la rémanence de ces produits dans le linge est énorme. Je voulais remercier les témoins, je suis très sensible.